Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, je vais vous conter quelques contes japonais. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Le moineau sans langue. Au village de Nagatani vivait autrefois, dans deux maisons voisines, un brave homme de vieux et une méchante vieille. Le premier s'appelait Nasakeji, la seconde Arababa. Le vieux aimait beaucoup les oiseaux. Il avait surtout pour les moineaux une préférence marquée. Un jour, il en dénicha un tout petit, le prit chez lui, l'apprivoisa, et le nomma Bidori, et le soigna comme son fils. Or, écoutez ce qui arriva. Un matin, le bon vieux était allé à la montagne pour ramasser du bois. Pendant l'absence de son maître, le petit Bidori commit un méfait bien excusable à son âge. Il alla becqueter de l'amidon que la vieille voisine avait déposé sur le devant de sa porte et qu'elle destinait à la lessive. Arababa, furieuse, s'empara du moineau et pour le punir, lui coupa la langue. L'oiseau, souffrant horriblement et fort ennuyé d'être devenu muet, ne voulut plus rester au village. Il se sauva et alla retrouver sa mère, qui le reçut avec joie et se mit à le soigner. Nasakeji revint de la montagne. Il ne retrouve plus son cher Bidori. Étonné, il va prendre des informations chez la méchante voisine, qui lui raconte, avec un mauvais sourire, ce qui s'est passé. Nasakeji est devenu tout triste. La maison lui paraît bien vide à présent. La solitude lui pèse. Un jour, il n'y tient plus. Il part à la recherche du moineau. « Bidori, où es-tu ? Où es-tu, Bidori » crie-t-il le long des routes et des sentiers. Tout à coup, il entend un cri au-dessus de sa tête. Il lève les yeux et aperçoit un moineau déjà âgé, perché sur une branche d'arbre. « N'êtes-vous pas monsieur Nasakeji ?»« Parfaitement, c'est moi. Et toi, qui es-tu ?»« Moi, je suis la mère de Bidori. »« Pas possible. Et moi qui le cherche partout. Où est-il maintenant, mon petit moineau sans langue ?»« Il est à la maison. Si vous voulez le voir, je vais vous y conduire. Suivez-moi. » Et l'oiseau prend son envol. Le vieillard, tout heureux à la pensée de retrouver son ami, court plus tôt qu'il ne marche à sa suite. Il arrive ainsi à la demeure de l'oiseau. C'est une grotte profonde, creusée dans le rocher. Un grand nombre de petits moineaux accourent en volant au-devant du visiteur et le saluent avec les signes de la plus grande joie. On le conduit à la pièce principale où il retrouve Bidori. Celui-ci, plein de joie à la vue de son maître, vole sur ses épaules et, par mille caresses, lui témoigne son affection. « Eh bien, lui dit le vieillard, veux-tu retourner avec moi ? Je suis venu te chercher. Je m'ennuie depuis que tu n'es plus à la maison. » Bidori, n'ayant plus de langue, ne pouvait pas répondre. Sa mère répondit pour lui. « Non, dit-elle, je ne veux pas que mon enfant retourne au village. La méchante vieille finirait par le tuer. Il restera ici avec sa mère. » Ensuite, on fit asseoir Nasakeji sur un moelleux coussin. On lui servit le thé, puis on lui donna du poisson à manger et du saké à boire. Quand il eut fini de manger, il voulut prendre congé de ses hôtes. On essaya de le retenir, mais il prétexta qu'il avait des affaires pressantes. Alors, la mère de Bidori tira de son coffre 2 boîtes en laque, une grande et une petite. Les présentant au vieillard, elle lui dit « Veuillez emporter une de ces 2 boîtes, comme marque de ma reconnaissance pour l'affection que vous avez portée à mon fils. Choisissez celle qui vous conviendra le mieux. » Nasakeji, qui n'avait pas d'avarice, choisit la plus petite, disant qu'elle était la moins lourde, elle était plus facile à porter. Puis, il dit au revoir à Bidori, à sa mère et à tous les petits moineaux. On l'accompagna à la porte, où l'on se fit les saluts d'usage, et ils se séparèrent. De retour chez lui, le vieillard ouvrit la boîte. Quelle n'est pas sa surprise!
Elle est pleine de diamants et de pierres précieuses. Tout joyeux de cette fortune qui lui arrive, il va de ce pas à la ville, vend tous ses trésors à un bijoutier, en retire une somme considérable. Avec cette somme, il s'achète un vaste champ, se fait construire une belle maison et commence à mener une vie très heureuse. La vieille Ali-Baba, ayant appris comment son voisin était tout d'un coup devenu si riche, éprouva un violent désir de le devenir à son tour par le même moyen. Elle s'informa donc avec précision de l'endroit où habitait ce moineau qui faisait à ses visiteurs des cadeaux si splendides. Elle résolut d'aller le voir, pensant bien qu'à elle aussi, il donnerait une boîte. Lorsqu'elle arriva à la grotte, les moineaux reconnurent tout de suite que c'était la méchante vieille qui avait coupé la langue à Bidori. Ils cachèrent tout d'abord ce qu'ils pensaient au fond du cœur. On la reçut fort poliment et on lui offrit à manger. Puis, la mère tira de son coffre 2 boîtes en laque, une grande et une petite, et pria la vieille d'en emporter une à son choix. Ali-Baba, qui n'était venu que dans cette intention, ne se sentit pas d'aise à la vue des 2 boîtes. Pensant que la plus grande contenait plus de trésors que l'autre, elle n'hésita pas une seconde. Elle choisit la plus grande et quitta la grotte. Vite, Ali-Baba retourne chez elle, allègre et contente. En chemin, elle fait de magnifiques projets d'avenir. Elle ira habiter la ville, portera de beaux habits de soie, offrira de grands dîners aux dames du monde, se promènera en voiture. Toute pleine de ces idées, elle arrive chez elle, ferme bien la porte pour qu'aucun œil indiscret n'aperçoive les trésors qu'elle porte, et vite entr'ouvre la boîte. Aussitôt, voilà que de la boîte mystérieuse s'échappe en poussant des cris aigus une multitude de démons. Ils se précipitent sur la vieille, pâle et muette d'épouvante. Ils s'emparent de tout ce qui leur tombe sous la main. L'un saisit un couteau de cuisine et coupe d'un seul coup la langue d'Ali-Baba. Un autre prend des tisons ardents et les lui enfonce dans les yeux. Un troisième s'empare d'une corde et lui en applique de violents coups. Enfin, un quatrième saisit une massue et assomme la vieille dame, qui ne tarde pas à expirer au milieu d'indicibles souffrances. Morale. Quand un moineau gracieux vous offrira 2 boîtes, prenez toujours la plus petite. Les 2 loupes, un conte du Japon. Il était une fois un bûcheron, du nom de Kikorisuke. Il portait à la joue droite une énorme loupe. Cette infirmité l'affligeait beaucoup, car chaque fois qu'on le voyait passer, les voisins riaient, surtout les jeunes. Un soir, il achevait de couper du bois dans la forêt. Tout à coup, un violent orage éclata, accompagné de fulgurants éclairs et de sourds grondements de tonnerre. Le bûcheron se réfugia dans un tronc d'arbre et attendit. Vers minuit, les nuages se dissipèrent. Le ciel s'ouvrit et laissa passer les étoiles. Kikorisuke se disposa à partir. Subitement, un bruit étrange l'arrêta. C'est comme un mélange confus de voix et de cris qui n'ont rien d'humain. Cela approche, grossit. Le bûcheron a peur et se blottit dans sa cachette. Bientôt, il voit déboucher d'un sentier une multitude d'êtres fantastiques. Chacun a une tête d'animal. Tous ont un corps d'homme avec des pieds de chèvre et une queue de singe. Ils se massent justement devant l'arbre dans le tronc duquel le bûcheron est caché. Ils déposent leurs lanternes et leurs paniers, s'assoient sur l'herbe et commencent un repas. Kikorisuke comprend que ce sont des lutins, les lutins des bois. Il tremble de tous ses membres et retient sa respiration. Quand ils ont fini de manger et de boire, ils se lèvent. Les musiciens prennent leurs instruments. Shamisen, koto, flûte, tambour et tam-tam se mettent à l'unisson. Puis, une ronde folle s'organise.
La danse est d'abord calme et lente, mais la musique accélère ses notes et les danseurs s'animent. Bientôt, c'est un vacarme cadencé, des cris perçants, des chants sauvages. Le bûcheron s'est calmé peu à peu. Cette danse et cette musique l'intéressent, car il aime beaucoup la musique et la danse. Instinctivement, il bat la mesure de la tête et des mains. Enfin, n'ételant plus, emporté par le rythme, il sort de sa cachette, se jette au milieu des lutins et se met à danser avec eux. Ceux-ci, tout surpris, s'arrêtent et le regardent. Lui danse toujours, et il danse très bien, presque aussi bien qu'eux. Les lutins émerveillés applaudissent. Puis, quand il s'est arrêté, ils le félicitent chaudement, le font asseoir au milieu d'eux et lui servent à manger et à boire. Jamais il n'avait de sa vie fait un aussi bon repas. Sur ces entrefaites, l'aurore entr'ouvrit doucement ses portes, et du fond de l'Orient se précipita une douce et pâle lumière. Les lutins se disposèrent à partir, car les lutins n'aiment pas la lumière. Le chef de la troupe s'approche du bûcheron et lui dit « Tu danses admirablement bien. Tu nous as grandement amusés, il faudra revenir. Reviens le mois prochain, au soir du sanglier. Comme gage de ta promesse, j'emporte ceci. » Et d'un coup de main habile, si habile que le bûcheron ne sentit rien, il lui enleva l'énorme loupe qu'il portait à la joue droite et la mit dans sa poche. Quand ils furent partis, Kikorisuke se demanda d'abord s'il n'avait pas fait un rêve. Il se passa la main sur la joue droite et s'assura que la loupe n'y était plus. Alors, fou de bonheur, il courut à son village pour vite raconter la chose à sa chère femme. Au village, ce fut un événement. On parla partout de l'aventure. Les amis du bûcheron vinrent le féliciter. Or, dans le village voisin, habitait un menuisier qui portait, lui, une grosse loupe à la joue gauche. Ayant entendu raconter l'histoire de Kikorisuke et appris comment ce dernier avait été débarrassé de sa loupe, il résolut d'essayer à son tour du même moyen. Il alla donc trouver le bûcheron, s'informa exactement du soir et de l'endroit où les lutins se réunissaient, et aujourd'hui se rendit seul à la forêt. Le menuisier, caché dans le tronc d'arbre, attend avec anxiété l'arrivée des lutins. Ceux-ci arrivent, en effet, se mettent à table, puis commencent à danser. Tout à coup, le chef de la troupe s'écrie à voix haute. « Le bûcheron de l'autre jour n'est-il pas encore arrivé ?»« Mais voilà !» répond le menuisier en se jetant au milieu des lutins. Ceux-ci, tout heureux, lui font de profonds saluts et l'invitent à danser. Malheureusement, le menuisier n'avait jamais appris la danse. Il essaye, mais il danse très mal. Les lutins murmurent. Puis le chef l'arrêtant, lui dit d'une voix sévère. « Tu ne danses pas bien aujourd'hui. Je ne veux plus que tu reviennes. Je te rends ton gage. » Et, ce disant, il applique sur la joue droite du malheureux menuisier l'énorme loupe que le mois dernier il avait prise au bûcheron. Et voilà comment le pauvre menuisier revint tout triste à son village, portant 2 loupes au lieu une loupe à chaque joue. Morale. Si vous ne savez pas danser, n'allez jamais dans la forêt le soir où les lutins se réunissent. Le vase de Konpei-ito, conte japonais. Le maire du village de Karasaki célébrait les noces de sa fille. Fonctionnaires, propriétaires et rentiers de l'endroit étaient invités au festin. Assis en rond sur les nattes, ils se passaient l'un à l'autre sans interruption la traditionnelle tasse de saké. La conversation allait bon train. Traits d'esprit et jeux de mots sortaient tout pétillants de ces bonnes têtes de paysans excités par la précieuse liqueur. Il y avait parmi les convives un brave et honnête vieillard qui s'appelait Goroyémon. Il était d'une tempérance telle que la seule odeur du saké lui donnait mal au cœur. Il ne buvait donc pas. Or,
On s'ennuie beaucoup quand on ne boit pas un bon repas de noces. Le vieillard s'ennuyait donc. Le maître de la maison s'en aperçut. Il appela aussitôt une de ses servantes et lui ordonna d'apporter le vase de Compeyito. Je dois expliquer 2 choses au lecteur, sans l'explication desquelles il aurait une certaine peine à comprendre ce récit. La première, c'est qu'on appelle au Japon, du nom gracieux de Compeyito, de petits bonbons en sucre, blancs ou roses, comme nos dragées de France. La seconde, c'est que le vase de Compeyito, que le maître de la maison se fit apporter par sa servante, était une petite jarre dont le col assez étroit pouvait donner passage à une main d'homme. Cela dit, je continue. La servante apporte le vase de Compeyito. Le maître de la maison le présente poliment au vieillard. « Puisque vous ne buvez pas, lui dit-il, mangez donc sans façon quelques Compeyito. Cela vous distraira. » Le vieillard repousse cette offre, car, pour être poli et faire bien les choses, il faut d'abord refuser le superflu que présente un maître de maison, même quand on éprouve une terrible envie de l'accepter. Enfin, cédant aux instances de ses voisins, il prend la jarre, la pose sur ses genoux, y plonge la main et saisit quelques Compeyito. Or, voilà que la main, qui est entrée si facilement, ne peut plus ressortir. Elle demeure là, prisonnière dans la jarre, et tous les efforts du bras au bout duquel elle est fixée sont impuissants à la retirer. « Oh là, qu'avez-vous donc » demande un des voisins, frappé de l'étrange expression qu'a pris tout à coup le visage de Goroyémon. « Oh, ce n'est rien, répond ce dernier, cherchant à conserver son calme, mais ennuyé de voir que sa mésaventure a des témoins. J'ai seulement un peu de difficulté à retirer ma main de ce vase. C'est curieux, reprend l'autre. Attendez donc, je vais vous aider. Là-dessus, le voisin complaisant prend la jarre des 2 mains, en appuie fortement le fond contre sa poitrine et la serrant solidement. 1, 2, 3, tirez, dit-il. Le pauvre Goyémon tire bien tant qu'il peut. Vains efforts. La main récalcitrante refuse toujours de sortir. Les convives, tout d'abord intrigués et amusés de l'étrangeté et du comique de la scène, ne peuvent retenir un immense éclat de rire. Le vieillard, lui, ne riait point. La honte et la douleur se lisaient sur son visage. « Ma main gonfle !» dit-il tout à coup d'une voix tremblante. Les convives commencent à s'inquiéter. L'un parle d'envoyer à l'instant chercher un médecin, un autre propose un rebouteur. Le maître d'école du village qui, depuis un moment, contemplait sans rien dire le tableau, se lève tout à coup et d'un geste solennel, imposant silence à l'assemblée, lui adresse d'une voix magistrale le petit discours suivant. « Pourquoi vous troublez ainsi, messieurs ? La chose n'en vaut vraiment pas la peine. Vous n'êtes pas sans avoir plus ou moins entendu raconter l'histoire du fameux Shiba Honko. En 2 mots, la voici. Shiba Honko, encore enfant, s'amusait un jour sur le bord de la mer avec plusieurs de ses jeunes camarades. Il y avait sur le rivage une urne en terre de dimension énorme. Que faisait-elle là, cette urne ? L'histoire ne lui dit pas. Toujours est-il, messieurs, que le plus jeune des enfants, s'étant imprudemment assis sur le rebord du vase, se laissa choir dedans. Il y tomba, en poussant un cri de terreur. Ses camarades, effrayés, s'enfuirent de toute la vitesse de leurs jambes. Shiba Honko ne bougea pas. Maître de lui-même, et gardant tout son calme, il resta près de la victime. Il réfléchit longtemps au moyen de sauver son petit camarade. Bientôt, un trait de lumière traverse son esprit. S'éloignant de quelques pas, il ramasse une grosse pierre, la lance de toutes ses forces contre l'urne. Celle-ci fut brisée et le prisonnier sortit sain et sauf. Cette histoire, messieurs, présente, à mon avis, 2 frappantes analogies avec la situation gênante du bon Goroyémon. Il ne s'agit pas d'un enfant prisonnier dans une urne, il est vrai, mais qu'importe. La main est aussi nécessaire au corps de l'homme que l'enfant est nécessaire à la famille. Allons, je prends sur moi le rôle du Shiba Honko. Mais ce n'est pas avec une pierre du rivage que je briserai le vase de Compeyito, c'est avec ceci, messieurs. Et il montra sa pipe,
sa petite pipe au tuyau de bambou et à fourneau de fer. Tout le monde avait, en silence, écouté l'élégant pédagogue. Le vieillard, dont la main était encore prisonnière, et le voisin complaisant, qui tenait la jarre, étaient restés immobiles dans la même position. Le digne magister a fini de parler. Il s'avance solennel, tenant sa pipe de la main droite, comme un ancien samouraï tenait levé son épée, quand il allait couper le cou à quelque manant impoli. Il relève le bord de sa manche, qui pourrait le gêner dans cette opération délicate, puis, jetant un regard circulaire sur les convives. « Messieurs, dit-il d'une voix sacramentelle, cette jarre est un ustensile de valeur, mais elle est moins précieuse que la main de ce vieillard. » Il dit, et d'un coup sec, il fait voler en éclats le vase de Compéito. Les Compéitos effrayés se répandent sur la natte, semblables à des flocons de neige. Un grand éclat de rire part au même instant de tous les coins de la salle. La main du vieux Goroyémon apparaît aux yeux de tous, et l'on comprend alors pourquoi tout à l'heure elle refusait de sortir. Elle tient encore fortement serrée une dizaine de Compéitos, qui en avaient augmenté le volume et qu'elle n'avait pas songé à lâcher. L'unique parapluie, conte du Japon. Un beau soir d'été, le ciel est parsemé d'étoiles, au milieu desquelles la lune, dans son plein, trône comme une reine. Le boulevard de Masagosho est noir de monde, flâneurs attitrés qui s'ennuient chez eux le soir, touristes de passage qui viennent étudier les curiosités de la rue, amateurs à la recherche de quelque objet nouveau, étudiants et étudiantes en quête de distraction, sœurs aînées ou grand-mères promenant, attachées sur leur dos, un marmot qui dort ou piaille. C'est un perpétuel va-et-vient d'ombres qui se détachent en noir sur la lumière projetée par la lune. De temps à autre, des cris variés. C'est un kurumaya qui se fait un passage à travers la foule. Il tire en courant sa voiture, sur laquelle se prélasse un monsieur à la dernière mode, tout fier de voir qu'on se dérange pour lui, ou bien c'est le marchand ambulant de vermicelles. Il porte sur l'épaule un long bambou aux deux extrémités, duquel se balancent les longues boîtes qui contiennent la soupe fumante. C'est encore le masseur de profession, aveugle et grave. De la main droite, il tient un lourd bâton dont il se sert pour assurer sa démarche incertaine, et de la main gauche, un petit sifflet qu'à intervalles réguliers, il porte à la bouche pour en tirer ce son particulier, semblable au cri de la chouette qui le fait reconnaître partout. De chaque côté de la rue sont alignés les petits magasins, coquets et gracieux, brillamment éclairés, les uns par des lampes à pétrole, les autres à la lumière électrique. Largement ouverts à tous les regards, ils exposent sans aucun mystère leurs marchandises diverses rangées dans un ordre élégant. Ils sont un peu délaissés le soir. La foule préfère circuler devant les nombreux étalages qui se succèdent de chaque côté du boulevard à une petite distance des maisons. Ces étalages consistent en un simple tapis ou une mince nappe étendue sur le sol. Éclairés par des lampes fumeuses ou des lanternes bigarrées, ils forment un panorama ravissant que dépare à intervalles réguliers l'ombre épaisse des énormes et disgracieux poteaux du télégraphe ou du téléphone. Là sont alignés avec goût et élégance tous les objets à la mode du jour, fleurs et fruits de la saison, bijoux faux, lunettes de myope ou de presbyte, étoffes et soieries, porcelaine et ustensiles de ménage, bouquins et vieilles revues, jouets d'enfants, sucreries et pâtisseries alléchantes. Derrière chaque étalage, assis sur les talons et fumant tranquillement sa pipe, le marchand ou la marchande attend les acheteurs et invite les passants. Les spectacles sont variés. Voici le bouquiniste, devant l'étalage duquel les étudiants s'arrêtent. Ils contemplent et feuillettent de vieux livres que, la plupart du temps, ils n'achèteront pas, car l'étudiant, en général, loge le diable dans sa bourse. Ici,
c'est le diseur de bonne aventure, le voyant de l'avenir. Il est assis devant une petite table sur laquelle sont posés les bâtonnets mystérieux aux chiffres fatidiques. Grave et solennel, il attend que quelques naïfs viennent lui confier ses secrets et, moyennant 3 sous, apprendre de sa bouche la solution d'un problème d'avenir. Là, c'est le charlatan bavard qui vend des drogues auxquelles il décerne un brevet d'efficacité infaillible, déblatère contre les médecines qui tuent le pauvre monde et vendra 5 sous une fiole merveilleuse. À quelques pas de lui, un jeune homme, à la faconde intarissable, monté sur un tréteau et dominant la foule du geste et de la voix, vend aux enchères des étoffes que tout naturellement il déclare inusables et de qualité supérieure. Plus loin, nous rencontrons le calligraphe habile, accroupi devant une immense feuille de papier. Il trace sur elle, avec un pinceau qu'il s'est fixé au front, des caractères chinois dont tout le monde s'accorde à proclamer le dessin admirable. En face, sur une table recouverte d'un tapis, est installé un phonographe discret, du sein duquel s'échappent, comme autant de rayons, de longs tubes en caoutchouc. De nombreux auditeurs ont acheté pour 1 sou le droit de s'enfoncer ces tubes dans les oreilles, et ils écoutent immobiles la mélodieuse symphonie. Enfin, pour terminer, voici un homme d'un certain âge qui vend des verres de lampe incassables. Ne riez pas, car ce qu'il dit, il le prouve. Il se sert, en effet, de ces verres de lampe, tantôt comme d'un marteau pour enfoncer des clous, tantôt comme de baguettes de tambour pour frapper sur une planche. Perdu dans la foule, Yotaro se promène. C'est un garçon de 15 ans. Il porte la casquette des étudiants d'un lycée quelconque. De la main droite, il tient un immense parapluie, grand ouvert. Ce parapluie est en papier huilé, couleur paille, à baleine de bambou. Tout le monde peut y lire de loin, tracés en gros caractères, les noms et prénoms de son propriétaire, le nom de sa rue et le numéro de la maison qu'il habite. Quel original, se disent les passants sans y prêter une plus grande attention. Car, à cet âge, toutes les fantaisies sont permises. Yotaro rencontre un de ses camarades d'école. « Quel est donc, Yotaro, le motif séduisant qui te pousse à porter ce riflard élégant? Pleuvrait-il à torrents sous des cieux aussi pâles? S'il pleuvait quelque chose, il pleuvrait des étoiles. Serait-ce le soleil qui te blesse les yeux? Non, car depuis 1 heure, il a quitté nos cieux. Craindrais-tu par hasard l'influence lunaire? Phébé ne brûle pas le monde qu'elle éclaire. Mais alors, pourquoi donc ce parasol gênant? Devine si tu peux, je te le donne en 100. J'ai deviné. Tu veux, dans ton orgueil extrême, te faire remarquer. C'est toujours ton système. Que le monde m'observe ou ne m'observe pas, cela m'est bien égal et ne me trouble pas. Alors, tu n'es qu'un fou, je vais te faire pendre. Un fou? Non, non, écoute mon ami, tu vas comprendre. Pour 4, nous n'avons dans toute la maison que ce seul parapluie. Il fait chaque saison. Quand il pleut, mon papa, pour aller à l'ouvrage, l'emporte quand il fait un soleil sans nuage. Ma maman le prend pour aller chez le marchand, si je veux à mon tour me payer l'agrément. De le porter parfois, puis-je autre temps le faire que lorsqu'il ne pleut pas et que la lune est claire? Et Yotaro continue sa promenade, le parapluie toujours ouvert, à travers la foule. Tout à coup, il se sent violemment arrêté par le bras, tandis qu'un formidable coup de poing vient s'abattre sur sa tête. Le pauvre parapluie, brusquement arraché de la main qui le porte, va rouler dans la poussière. Yotaro, distrait, avait failli crever l'œil d'un paisible passant. Il résolut ce soir-là de ne plus exposer l'unique parapluie de la famille à de si désagréables aventures et d'aller désormais le promener dans la campagne, loin de la foule. Le spectre du bonze. Namu Amina Butsu. Namu Amina Butsu. Je t'adore, ô éternel Bouddha. C'est un bonze qui murmure entre ses dents la formule bouddhique rituelle
dans un modeste restaurant proche de la ville de Nagoya. Il s'est arrêté ici pour se reposer et prendre quelque nourriture. Mais nul encore ne s'est soucié de sa discrète présence. Nul n'est venu lui demander ce qu'il désire. Il attend avec calme qu'on veuille bien faire quelque attention à sa modeste personne. Le bonze est petit et menu. Il a, comme tous les moines bouddhistes, la tête rasée. Sur son visage jeune et maigre et souriant s'exprime une piété naïve et une bonté confiante. Non loin de lui est assis un ronin, c'est-à-dire un de ces chevaliers sans maître qui cheminent à travers le Japon, cherchant les aventures, vagabonds de la langue japonaise, que la langue japonaise compare à des vagues ballottées par les flots. Il est grand, sec, nerveux. Lui aussi a le visage maigri, jauni et ridé. Mais ce ne sont point les méditations religieuses, ce sont les misères et les risques d'une rude existence qui ont mis leurs marques et laissé leurs traces sur ce front, ses tempes et ses joues. Le ronin vient chercher à l'auberge repos et repas. Impatient, il frappe dans ses mains pour appeler la servante. Celle-ci répond par un cri lointain, se précipite dans la salle, mais hésite sur le pas de la porte, ne sachant lequel des hôtes elle doit servir le premier. « Servez le guerrier d'abord, » dit le bon moine. « Il était ici avant moi, et il doit être plus pressé que moi. »« Non, je vous en prie, servez le religieux avant moi, » dit poliment le ronin. « Un saint homme mérite plus d'honneur qu'un misérable chevalier errant. » Les deux hommes rivalisent de courtoisie. Ils se lèvent, font l'un à l'autre un grand salut, accompagné, selon l'usage habituel, d'une aspiration qui exprime la déférence. « Je me nomme Tajima Shume, » dit le ronin. En mangeant un bol de riz, assaisonné de pousses de bambou et de racines de lotus, les deux hôtes de la petite auberge causent. Ils découvrent que tous deux vont à Kyoto, par la route orientale de la mer, le célèbre Tokaido. Pourquoi, au lieu d'aller chacun de son côté, ne ferait-ils pas point route ensemble? Bonze et ronin décident d'associer momentanément leurs deux solitudes et de parcourir, en la compagnie l'un de l'autre, celle des 53 étapes qu'il leur reste à franchir jusqu'à la capitale. Ils ne se sont pas embarrassés par un lourd bagage. La seule richesse du ronin, ce sont ses deux épées de samouraï. Le bonze porte un petit paquet enveloppé d'un mouchoir bleu noué aux angles. Joyeux, ils échangent leurs impressions sur les menus incidents du voyage. La bienveillance du bon moine l'aide à jouir du spectacle des êtres et des choses. Il s'oublie pour mieux sympathiser avec tout ce qu'il perçoit. De son côté, Tajima Shume a une large expérience de la vie qui donne à ses propos une particulière saveur. Chacun des deux s'applaudit d'avoir rencontré un aimable et distingué compagnon de route. Et quel passionnant spectacle que celui de ce Tokaido! Voici d'autres bonzes et d'autres ronins. Voici des pèlerins allant, en groupe, visiter des temples célèbres. Voici des jongleurs, des conteurs ambulants. Voici des mendiants demandant l'aumône, la tête sous un grand panier d'osier pour n'être point reconnus. Voici un cortège de daimyo, de seigneurs. Le daimyo, en vêtements d'apparat, est à cheval ou dans une chaise à porteur, accompagné de ses samouraïs, de ses archers, d'hommes élevant des bannières. Les paysans et les marchands, à son passage, saluent, front à terre. Maintenant, deux cortèges de daimyos se rencontrent. Lequel passera le premier? C'est le noble au revenu le plus bas qui doit céder le pas. Voici un poète qui ne se lasse pas d'admirer un beau paysage.
Voici un dessinateur qui fixe une pittoresque scène d'auberge pour en faire ensuite une estampe. De nos jours encore, la route continue à étendre entre Trukyu et Kyoto ses 500 kilomètres. C'est une antique chaussée pierreuse bordée de cèdres et de grands pins. Le lendemain du jour qui suit leur rencontre, Tajima Shume commence à conter au bonze son passé, les maîtres qu'il a servis avant de devenir ronin, les exploits qu'il a vu accomplir ou qu'il a lui-même accomplis dans les combats entre seigneurs. Le bonze ne le blâme point de s'être battu, d'avoir tué en risquant soi-même la mort. Il sait bien, lui, qu'il ne faut pas ôter la vie ni causer de souffrance à aucun être. Mais on ne peut imposer le même idéal à tous les hommes. Chacun suit son destin, cède à ses tendances. Après la mort, chacun reprendra forme humaine ou animale. Chacun est appelé à vivre un grand nombre d'existences. Mais tous se rapprocheront peu à peu de la perfection, de ce nirvana où disparaîtra tout égoïsme. Tous les hommes, et même tous les animaux, tous les végétaux, toutes les choses seront un jour aussi parfaits que le Bouddha. Oui, même le plus petit grain de poussière deviendra un jour un Bouddha. Le bonze, de temps à autre, murmure la formule rituelle « Namu Amida Butsu ». Namu Amida Butsu. Il expose quelques-unes de ses pensées, de ses espérances religieuses à Tajima Shume, qui, poli, ne le contredit point. Il lui conte quelques paraboles bouddhiques, celles, notamment, du prince hindou, à qui une reine, impudique et méchante, fit un jour arracher les yeux, et qui néanmoins lui pardonna, car le maître a dit « Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle » Quelques jours ont passé depuis la rencontre. Les compagnons sont devenus de vrais amis. Le bonze sent bien qu'il ne peut plus avoir de secret pour son camarade. « Devinez, dit-il avec l'innocence malice des âmes pures, devinez ce que contient le petit paquet que vous ne me voyez jamais quitter. »« Je ne sais, répondit le ronin. Est-ce précieux ? » ?»« C'est très précieux. » « C'est un chapelet que vous vous êtes procuré au cours d'un pèlerinage dans un temple fameux ? » ?»« Non. » »« C'est un livre saint contenant de belles paraboles bouddhiques comme celles que vous me contez quelquefois ? » ?»« Pas davantage. » Le ronin a envie d'ajouter. « C'est une dent du Bouddha ? » Mais il s'interdit cette plaisanterie déplacée. Il s'avoue vaincu. Dans cette pauvre serviette, il y a 200 onces d'argent. Le ronin éclate de rire. « Vous plaisantez, si vous possédiez cette grosse somme, vous ne m'en diriez point au bord de la route comme je vous ai vu faire. Vous porteriez un plus beau manteau, et, au lieu que nous passions la nuit dans de médiocres auberges, vous m'auriez déjà offert un bon repas dans une luxueuse maison de thé. » Le bonze s'amuse de plus en plus. « Non, je ne plaisante pas. Je transporte bien avec moi 200 onces d'argent. Mais ce n'est pas pour mon usage personnel. Vous voulez savoir mon secret ? Nous sommes maintenant assez amis pour que je vous confie le but de mon existence. Un jour, je me rendrai d'Omiri au temple d'Ikegami. Peut-être connaissez-vous cette région exquise ? » Le ronin fait signe d'un geste qu'il la connaît. Jamais encore la nature ne m'avait paru aussi charmante. Le temps était délicieux. J'étais animé d'une joie mystérieuse. Tout d'un coup, un gong retentit au temple d'Ikegami, invitant les fidèles à la méditation et à la prière. Je me sentis plus que jamais pénétré de reconnaissance envers le Bouddha. Je me promis de consacrer ma vie à lui faire élever une magnifique statue de bronze. Pendant des années, par tout le Japon, je mendiais pour réunir l'argent nécessaire. Je vais à Kyoto chercher un sculpteur qui consente à réaliser mon rêve. Les petits yeux du bonze brillent de plaisir à cette pensée. Il évoque l'image de l'œuvre d'art telle qu'il l'imagine. Le Bouddha sera assis sur une fleur de lotus, les jambes croisées. Il lèvera la main droite à la hauteur de l'épaule,
la paume tournée en dehors pour bénir le monde. Il aura sur le front le signe de la sagesse, et sa bouche esquissera le plus doux des sourires. Vous comprenez maintenant, continue le bonze, pourquoi je prends si grand soin de ce modeste paquet. Pour s'amuser, le moine ajoute, citant un proverbe populaire. L'homme qui porte un trésor porte un danger, mais, ajoute-t-il, par amabilité envers le Rollin, avec un brave chevalier comme vous, je ne risque plus rien. Tajima Shume s'incline avec politesse, mais son attitude ne répond point à la joie confiante du moine. Tout d'un coup, le voilà distant, préoccupé. Il marche à grandes enjambées, le visage tendu, 2 lignes verticales barrent son front. Il pense. Moi, qui ai si souvent risqué ma vie pour mon chef, au temps où j'étais le plus fidèle, le plus vaillant des chevaliers, moi qui, ensuite, au cours de ma vie errante, ai rendu tant de services aux faibles comme aux puissants, je n'ai jamais possédé la 10e partie de la somme que cet imbécile de moine a réunie pour faire élever une laide statue de plus. Et maintenant, je suis dans la pire misère, je suis vieux, je vais avoir 40 ans. Dans l'ancien Japon, la 40e année était considérée comme le début de la vieillesse. C'est à ce moment qu'on devenait Inkyo, c'est-à-dire retiré du monde. Le Ronin soupire. Il se dit encore à lui-même « Je n'ai plus de maître, je n'ai aucune chance d'en trouver un. Une petite partie de la grosse somme que transporte le bonze me rendrait un fameux service. Mais il n'aura pas l'idée de me l'offrir, et si cette pensée lui venait, il la repousserait avec horreur. Il jugerait impie de consacrer la plus minime parcelle de cet argent à autre chose qu'à sa statue. » Ainsi, la jalousie commence à troubler le cœur de Tajima Shume. Parfois, il en vient à souhaiter que le bonze perde, ou bien oublie quelque part son trésor. Lui-même s'en emparerait et se sauverait avec ce précieux argent. Il arrive même qu'une tentation plus grave trouble l'esprit du Ronin. Après tout, pense-t-il, cette vie n'est qu'une suite d'aventures, bonnes ou mauvaises. Il faut savoir saisir l'occasion favorable quand elle se présente. Parfois, il faut même savoir la créer. Tajima Shume a d'abord repoussé ses pensées coupables. Maintenant, il se complaît en elles de plus en plus. Et son imagination cherche sans cesse un moyen de dépouiller le bonze sans risque de représailles ni de châtiment. Le bon moine ne remarque pas le changement qui s'est fait dans le Ronin. Il ne peut soupçonner celui qu'il considère maintenant comme un ami. Les 2 compagnons viennent d'arriver à Kuana. La route est coupée par un bras de mer qu'il faut traverser sur un bateau à voile. Le passeur attend qu'une 30aine de voyageurs soient réunis pour les conduire sur l'autre rive. En montant dans le bateau, le bonze fait un faux pas, risque de tomber à l'eau. Tajima Shume devine brusquement comment il pourrait se débarrasser du moine. La tentation se fait plus précise et plus pressante. Elle est maintenant si forte qu'il n'y résistera plus. Les 2 compagnons sont à l'arrière du bateau, un peu à l'écart des autres passagers, le précieux paquet entre eux. Le Ronin montre un magnifique poisson au bonze qui, curieux, se penche. Alors, d'un geste brusque, il lui fait perdre l'équilibre et le précipite à la mer. Il attend quelques instants, puis s'écrie « Arrêtez, arrêtez, mon compagnon vient de tomber à l'eau. » Mais un vent violent gonfle les voiles. Le bateau file si vite que, quand le passeur réussit à l'arrêter, le bonze a disparu. Tajima Shume fond en larmes. Ce malheureux prêtre était mon cousin. Il allait à Kyoto, au sanctuaire de sa confrérie. Je l'accompagnais. Maintenant me voilà seule, hélas. Les autres passagers participent à la douleur du Ronin. Celui-ci, un peu avant le moment d'aborder, leur dit encore : « Nous devrions déclarer l'accident aux autorités.
Mais que de complications va causer leur enquête, et que de retard pour nous tous. Et moi qui suis tellement pressée, qui sait si l'on ne va pas inquiéter le passeur, l'accuser d'imprudence? Ne vaudrait-il pas mieux que nous gardions le silence, et que je me borde à prévenir le chef de la communauté à laquelle appartenait mon cousin quand je serai à Kyoto? Passeurs et voyageurs convinrent que cette solution éviterait bien des difficultés. Tous décidèrent de ne révéler à personne l'accident. Dès que le bateau aborde, Tajima Shume s'élance, emportant le précieux paquet. Le soir, à l'auberge, quand il est seul en sa chambre, il ouvre le mouchoir bleu. Le moine ne l'avait pas trompé. Il y avait bien là 200 onces d'argent. Maintenant, cet argent est à lui, bien à lui. C'est sa richesse, c'est sa légitime propriété. Tajima Shume pense qu'il suffira de faire fructifier ce capital pour n'avoir plus jamais à craindre la misère. Il se hâte vers Kyoto, où il est décidé à changer de situation et de nom. Il cessera d'être un homme d'armes, deviendra un commerçant. Il est désormais Monsieur Tokubei, grand négociant en riz. Il enveloppe d'une étoffe précieuse et garde en un coffre secret ses épées de samouraï. Il se consacre activement à ses affaires qui s'étendent de plus en plus. Il se marie, il a un fils, tout lui réussit. Quelquefois, cependant, il sent au cœur comme une morsure. Il se rappelle qu'il doit sa brillante situation actuelle au plus lâche des crimes. Pour chasser ce souvenir, pour dissiper ce remords, il se jette encore plus activement dans le travail. Son activité débordante, en même temps qu'elle contribue à l'enrichir, l'aide à oublier. 3 ans se sont écoulés depuis qu'il s'est établi à Kyoto. Il commence à sentir le besoin de quelque repos. Il s'achète une maison élégante, entourée d'un gracieux jardin, que parent des cerisiers aux fleurs étincelantes, et par contraste, quelques pins. Le jour même où il s'installe, il ne peut s'empêcher de penser au crime qui est à l'origine de sa fortune présente. Il tâche cependant de se disculper à ses propres yeux. Il se répète ce dicton populaire: « La misère est mauvaise conseillère ». Il pense: « Maudit soit le destin qui m'a fait naître pauvre. C'est lui qui m'a poussé à commettre ce vol, cet assassinat. » Mais il a beau se tenir à lui-même de tels discours, il ne réussit point à calmer son cœur. Il sent bien, il sait bien qu'il aurait dû, qu'il aurait pu vaincre la tentation. Il se rappelle l'amicale confiance avec laquelle le traitait le bon moine. Ce souvenir rend encore plus aigus ses remords. La nuit qui suit l'installation, il se promène dans l'élégant jardin, par un beau clair de lune. Machinalement, ses yeux fixent l'un des pins. Mais que se passe-t-il? Une vague forme humaine n'est-elle point mêlée au tronc et aux branches? Oui, c'est une forme humaine, et qui se précise de plus en plus. Voici une tête au crâne rasé, aux joues maigres et rides. Un petit corps grêle la supporte. On dirait un mort qui réussirait à se tenir debout. Le visage est verdâtre, les yeux révulsés au fond de leurs orbites. Le mort est un noyé, peut-être. Mais ne dirait-on pas que le mort s'agite? Que le noyé s'anime? Il paraît sourire. Horreur! C'est le bonze ou, du moins, c'est son spectre. Le spectre s'avance vers Tokubei, que la peur fixe sur place. Le spectre grandit. Dans ses bras décharnés, il serre l'ancien Ronin. Il abaisse vers lui son triste visage. Tout autre qu'un guerrier se fût évanoui ou fût mort d'effroi. Mais le danger réveille en Tokubei le courage de jadis. Il se rappelle qu'il a été un samouraï. Il va chercher l'épée qu'il gardait comme un pieux souvenir. Il frappe à coups redoublés sur le spectre. Il le traverse de part en part. Le corps du fantôme paraît se dissoudre comme une brume sous le soleil. Mais voici qu'il se reforme, recommence à envelopper son adversaire. D'un coup d'épée,
Tokubei fait sauter la tête du spectre, mais la tête vient ensuite se replacer sur son corps. Toute la nuit dure le combat. C'est au matin seulement que s'évanouit l'image du moine. Le lendemain, le surlendemain, le même spectre se détache du même pain. La même lutte recommence, dont Tokubei sort épuisé. Il décide de faire couper le pain, auquel paraît lié le fantôme. Mais le soir suivant, le spectre se détache d'un autre arbre. L'ancien Ronin passe ses journées à redoubler la venue de l'horrible nuit. Il se résout à ne plus sortir le soir, à ne plus visiter quand la nuit tombe son cher jardin, à ne plus quitter sa chambre. Remède illusoire, le spectre est dans la chambre et fixe Tokubei. L'ancien Ronin tombe malade, reste tout le jour étendu sur les couvertures qui, au Japon, servent de lit. On l'entend murmurer « Malheur, malheur, le bonze, crime et châtiment, crime et châtiment. » La femme du grand commerçant fait venir les plus notoires médecins. Ceux-ci, gravement, parlent de délire. Ils prescrivent des remèdes qui se révèlent inefficaces. Il n'est bruit dans tout le quartier que du mal étrange dont est victime le riche marchand Tokubei. Or, dans ce quartier, vivait un pauvre moine, réputé pour sa sagesse et pour sa bonté. Beaucoup venaient le consulter dans les cas embarrassants. Un jour, une des servantes de Tokubei lui conte la singulière aventure du marchand. Le moine se montre extrêmement intéressé par cette description d'une souffrance aussi exceptionnelle. Il multiplie les questions. Il désire savoir toutes sortes de détails sur la maladie et sur le malade, puis « Voulez-vous demander à votre maîtresse, dit-il à la servante, si elle ne voudrait pas, après avoir consulté en 20 ans de médecins célèbres, accepter l'intervention d'un pauvre moine, où les remèdes n'ont pas réussi, les prières auront peut-être plus d'efficacité. » La femme de Tokubei accepte la proposition du moine. Elle le fait venir. Elle lui conte toutes les circonstances de l'étrange événement qui bouleverse sa vie familiale. Puis, elle le conduit dans la chambre de son mari. Dès que le moine est entré, une crise plus violente que jamais secoue Tokubei. Il crie « Le voilà, c'est le bonze, c'est le bonze. Jamais encore je ne l'ai vu aussi nettement, jamais depuis le jour où... Il vient me torturer, arrêtez-le, défendez-moi, au secours, au secours !» Claquant des dents, frissonnant de terreur, Tokubei s'enveloppe dans ses couvertures et s'y cache le visage. Le moine demande qu'on le laisse seul avec le malade. Alors il s'approche et lui dit tout bas « Oui, c'est moi. Je suis le bonze que vous avez jeté à la mer, près de Kuwana, il y a 3 ans. » Tokubei continue à frissonner. Ses membres s'entrechoquent comme ceux d'un pendu que le vent agite. Jamais encore le spectre ne lui avait parlé. Quelle torture nouvelle se prépare? Le moine paraît deviner sa pensée. « Je ne suis pas un spectre, je suis un homme bien vivant. Je vous le répète, je suis le bonze avec qui vous suiviez, il y a 3 ans, le Tokaido. C'est bien moi que vous avez noyé, ou du moins tenté de noyer. Par bonheur, depuis mon enfance, je savais nager et plonger. Une fois à l'eau, j'ai plongé, j'ai nagé, j'ai gagné la rive à la nage. Je vous ai cherché pour vous redemander mon argent, l'argent destiné à la statue du Bouddha. Mais je n'ai pu trouver votre trace. Alors, j'ai repris ma vie errante. J'ai, de nouveau, recueilli des aumônes. J'ai réussi à élever au Bouddha une statue de bronze. Un bon hasard m'a conduit dans votre quartier. C'est là que j'ai entendu parler de votre mal, que j'en ai deviné la cause. Je vois que je ne me suis pas trompé. Vous avez commis un crime abominable, mais je suis prêtre, et je dois vous pardonner. Le Bouddha a dit « Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle » La haine doit finir, et c'est le pardon
qui doit y mettre fin. Je ne vous en veux point, rassurez-vous. Regardez-moi. Tokubei ose regarder sa victime, qui lui sourit. Un grand calme pénètre en son âme, mais l'indulgence du moine le bouleverse au point qu'il sanglote. Puis, il bégaie des paroles de reconnaissance et de repentir. « Pardonnez-moi. Comment vous dire? C'est dans un instant de démence que je vous ai poussé à l'eau pour vous voler. Pardonnez-moi. J'étais si malheureux alors. » « Oui, dit le moine, l'homme naît avec un cœur pur, mais la vie le corrompt. La misère est mauvaise conseillère. Elle entraîne le pauvre à des fautes dont il se repent plus tard, en des jours meilleurs. »« Oh, je me suis repenti, dit Tokubei. Le remords m'a torturé de plus en plus. Je comprends maintenant que j'ai cru voir, une nuit, votre fantôme. Depuis, je n'ai pas eu un moment de repos. » La conscience du criminel prête vie aux chimères qui troublent son esprit, dit le moine. Le coupable frissonne au souffle du vent, dans les feuilles, au claquement de bec des cigognes. L'ancien ronin et le bon moine causent, maintenant, comme s'ils étaient à nouveau des amis. « Laissez-moi, dit Tokubei, manifester mon repentir en vous rendant le double de la somme que je vous ai volée. »« Non, non, je n'en ai plus besoin. Le Bouddha a sa statue de bronze. Je vous en prie. Autrement je croirais que vous ne voulez rien recevoir de moi parce que vous ne m'avez pas vraiment pardonné. Vous distribuerez cette somme en aumône. »« Eh bien, pour les pauvres j'accepte. Et maintenant, je me retire. Si vous voulez réjouir mon âme, soyez bon désormais. Soyez indulgent aux fautes des autres et généreux envers les pauvres. Sayonara, qui veut dire adieu. » Le marchand Tokubei a retrouvé la santé avec la paix du cœur. Il mène, en vieillissant, une existence vertueuse et heureuse. Nul ne se montre plus que lui compatissant et charitable. Nul ne fait de plus abondantes aumônes aux moines mendiants. Parfois, comme eux, on l'entend dire « Namu, Amida Butsu, Namu, Amida Butsu ». Et c'est ainsi que s'achève l'histoire Le Spectre du Bonze, un conte issu du Japon. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très douce nuit. À très bientôt.